Bien. Eh bien, c'est reparti pour une deuxième conférence. Bonjour à tous et à toutes, ceux que je n'ai pas encore vus. Bienvenue donc, sur l'espace de conférence du Salon CEPRI. Donc, nous allons nous intéresser désormais à un secteur qui nous est tous très cher, celui de l'événementiel. En tant qu'organisateur de salon professionnel, nous sommes évidemment concernés par l'avenir de ce secteur, tout comme vous tous qui travaillez fortement pour ce secteur d'activité via l'impression de supports de communication et de la construction de stands. Donc la filière, vous le savez, a été durement frappée par 18 mois d'arrêt quasi total de l'activité. 18 mois pendant lesquels elle a pris le temps et a eu le temps de réfléchir à la meilleure façon de rebondir pour pérenniser son activité dans un contexte qui reste encore extrêmement mouvant. Donc on a parlé de transformation digitale, de transformation environnementale, d'événements hybrides. Et toutes ces notions qui étaient, on va dire, avant 2020, des signaux faibles pour beaucoup, se sont imposées dans les esprits. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à plusieurs questions. Quels sont les leviers à activer dans le secteur de l'événementiel pour amorcer la reprise, renouer avec la croissance? Et est-ce que les règles du jeu ont changé entre avant mars 2020 et maintenant? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont modifiées? Donc c'est ce dont il va être question aujourd'hui avec nos trois invités. Donc, nous accueillons Marie Amouroux, directrice marketing Europe d'Ultima Display. Bonjour. Philippe Pasquier, qui est vice-président de l'Unimev et aussi CEO de GL Event Exhibitions, avec une double expertise. Et Philippe Bey, qui est président donc, de Duo Display et futur président de l'IFES, qui est, on va dire, la Fédération internationale de design stand. Donc, trois visions complémentaires qu'on va interroger donc, sur l'avenir du secteur de l'événementiel. Donc, avant d'évoquer en détail ces nouvelles règles du jeu, 6 nouvelles règles il y a, j'aimerais qu'on commence par dresser un état des lieux du secteur, un avant-après. Donc là, on va afficher l'avant. Donc Philippe, je vous laisse commenter ces slides. Donc c'est le poids du secteur de l'événementiel professionnel en France. Alors c'est sûr qu'en début 2022, on va dire qu'on est encore au début, et après ces 2 années folles que nous venons de connaître partout dans le monde, on s'est dit qu'on allait se faire du bien en remontrant le poids de notre activité avant la crise. Montrer donc en France de quoi on parle. On parle d'environ 1200 foires et salons professionnels, 3000 congrès et 380 000 événements d'entreprise. Donc c'est à la fois, c'est un secteur, alors je vais pas vous faire la litanie de tous les chiffres, mais c'est l'élément à retenir parce que c'est la clé de ce dont on peut parler après, c'est que c'est à la fois un petit secteur, vous voyez 40 000 emplois directs, à l'échelle des problèmes d'emploi en France, c'est finalement très peu, mais un secteur qui est au cœur d'un système et qui a des effets de levier extrêmement importants, à la fois pour les territoires, pour les filières industrielles ou de services qui sont représentées. Et donc, on voit qu'on a, déjà sur une slide comme ça, 10 fois en emploi généré l'emploi direct du secteur événementiel. Alors, juste pour finir de fixer les idées, quels sont les leviers dont on parle quand on parle d'événementiel? L'animation de filière, j'en ai parlé, c'était l'impact sur le business exposants visiteurs, entre exposants également, donc des évaluations sur 34 milliards et demi de transactions par an, dont plus de 11 milliards avec des clients internationaux. Un effet essentiel pour la France avec l'ensemble des retombées au niveau touristique. Grosso modo, ça double toutes les consommations qu'il y a autour de l'événementiel, double le périmètre économique de la filière événementielle. Et puis un rôle peut-être plus qualitatif, plus impalpable, mais absolument essentiel dans la diffusion des contenus, l'innovation, le développement de l'innovation, les échanges qui génèrent de la diffusion d'expériences et de bonnes pratiques. Voilà.
Bon, la France n'est pas toujours numéro 1 mondial, mais elle est dans un certain nombre de domaines. En tout cas, on est sur le podium dans ces métiers. Donc là, nous sommes en mars 2020, c'est ça? Et aujourd'hui, on sort comment? Si on prend le témoignage de nos 3 invités. Donc là, on était sur le podium. On est toujours sur le podium. Comment vous avez réagi? Alors, je m'adresse à tous les 3. Vous pourrez répondre à cette question. Alors, je vais donner une idée générale. Grosso modo, si on prend que les salons, en 2020, on a perdu 70% du volume d'activité. C'est à peu près la même chose partout dans le monde. Alors, des pays ont fait 0 même. Un certain nombre de destinations d'Amérique latine ou autres ont fait 0. D'autres ont réussi à passer un peu entre les gouttes. Ça dépend de la situation. Mais évidemment, du fait des interdictions administratives des grands rassemblements, une activité très largement arrêtée à partir de... Alors en Chine, ça va démarrer au tout début de l'année 2020, un peu plus tard en Europe et encore un petit peu plus tard en Amérique latine, mais grosso modo, le résultat a été absolument spectaculaire dans sa négativité. 2021, un peu mieux, reprise plus certaines en Chine. Les problèmes, on les a aujourd'hui sur cette destination et une reprise progressive. Alors, il n'y a pas encore des chiffres généraux et on est plus dans le ressenti à ce stade. Je pense que les expériences des uns et des autres sont peut-être intéressantes à entendre à ce niveau-là. Donc, Marie, on remonte en arrière, donc mars 2020. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que évidemment l'électrochoc, le chaos debout, mais ensuite comment est-ce qu'on réagit et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le bilan en fait de ces 18 mois, on va dire, de repos forcé. Comment est-ce qu'on construit l'avenir et puis où est-ce que l'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on apprend en fait pendant ces 18 mois? Alors une fois qu'on a effectivement réalisé ce qui nous arrive, on réagit. Bien sûr, on reste ouvert et on est à l'écoute de nos clients. On est à l'écoute des besoins en termes de distanciation sociale. Voilà, on réalise en fait qu'on a toute une offre produit qui peut être appliquée dans d'autres situations que de l'événementiel ou de l'équipement magasin, etc. Donc on réagit avec une nouvelle offre, un nouveau catalogue vraiment dédié à la distanciation physique, sociale. On reste ouvert et on maintient le contact client parce que c'est vraiment nécessaire de les accompagner tout du long. Nos équipes de production sont au ralenti, bien évidemment. On continue d'avoir les équipes finition en activité puisqu'on collabore avec des partenaires qui fabriquent des masques chirurgicaux à ce moment-là où c'est la pénurie, tout ça. Donc on les aide en finition. On contribue quand même à cet effort et finalement ça donne du sens. Alors que là on n'a plus nos repères, on n'a plus rien et ça donne un petit peu de sens aussi à pourquoi on vient chez Ultima pendant cette période-là. On est un petit peu à l'arrêt, donc on réfléchit aussi aux projets qu'on a et qu'on n'a pas le temps de développer aussi en moment d'urgence avec les salons, etc. Et on décide de se diversifier un petit peu sur la partie plus aménagement d'intérieur. Donc on crée une nouvelle offre qu'on appelle le catalogue Office avec beaucoup de solutions justement d'aménagement d'intérieur, de décoration. Donc voilà comment on réagit dans l'immédiat et puis petit à petit en fait on rééquipe les magasins parce que nous il faut savoir qu'on n'est pas que sur l'événementiel, on a un mix produit qui est assez diversifié. On a 40% de notre activité qui est dédiée au retail, à l'aménagement des magasins. Donc c'est vrai que ça a repris avant l'événementiel. Pour nous chez Ultima c'est depuis, on va dire vraiment depuis juin 2021 que là on a senti vraiment un petit coup de boost sur l'événement et puis septembre on est revenu sur un niveau d'activité en fait de 2019 vraiment. Et on repart comme avant? On repart comme avant. Pas transformé du coup Alors transformé si dans la relation client beaucoup puisqu'en fait là où finalement un projet de stand on va dire plutôt construit c'est 4 à 6 mois de préparation pour l'exposant et il y a tellement en fait d'incertitudes. Alors, moins lié au Covid, mais avec d'autres événements aujourd'hui qui nous touchent, que finalement les délais sont raccourcis.
les clients les exposants prennent des décisions à la dernière minute, et ce qui fait que ça donne une pression énorme en fait sur les standistes et sur les fabricants. Je ne sais pas si c'est partagé, mais c'est vrai que les clients sont très exigeants et c'est beaucoup de dernière minute. Donc ça implique effectivement en termes d'organisation de s'adapter, de se réinventer aussi pour satisfaire ces attentes. La reprise à vitesse grand V, en fait. Voilà, exactement. Là, c'était vraiment tac. Ouais. Je ne sais pas si c'est partagé par Philippe. Par Philippe, oui. Justement, sur cet apprentissage, en fait, au cours de la crise, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on n'apprend pas? Est-ce qu'on n'en sort pas évidemment indemne, mais quels sont les enseignements qu'on peut en tirer? Alors, le premier enseignement, c'est que effectivement, traverser une crise, c'est difficile, c'est dur, mais ça l'est beaucoup moins quand on est accompagné. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'occasion m'est donnée de remercier l'UNIMEV ainsi que toutes les organisations syndicales. Il y en avait 7 autour de la table pour négocier avec le gouvernement. Nous ont beaucoup aidés pour traverser cette crise. Et ce qui est important, c'est de n'oublier personne. La question, ce n'est pas de sauver quelques entreprises, c'est de sauver tout le monde. On a besoin de tous pour pouvoir redémarrer aujourd'hui et demain, dans les années qui viennent, et faire en sorte que la France reste sur le podium, comme vous l'avez dit. Merci aussi à GL Event, puisque en étant le leader quand même en France de l'activité, ça nous donne une visibilité à toute la filière. Et surtout, on s'est rendu compte que, encore plus qu'au quotidien, ce sont les hommes et les femmes qui font l'entreprise. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est comme ça qu'on a traversé. C'est en s'appuyant sur les talents, en essayant de mettre chacun à contribution pour se réinventer. Et dans cette période effectivement de doute, continuer à croire en l'entreprise, continuer à croire à la filière. Et vous l'avez dit, en termes de transformation, et qu'est-ce que ça a changé chez nous? Ça a été surtout l'opportunité de se dire que puisqu'il y allait y avoir une reprise, la reprise allait être effectivement assez fulgurante. Il y avait beaucoup de reports de salons. Nous avons fait effectivement sur l'automne des mois records, en fait, jamais égalés chez Dio. Donc il y a une violence du redémarrage. Et pour pouvoir traiter des demandes de façon plus courte et de façon très efficace, sans mettre en péril la qualité des produits et des projets qui sortent de l'entreprise, il fallait automatiser et faire en sorte effectivement qu'on puisse traiter les demandes des clients de façon beaucoup plus automatique, beaucoup plus fluide, et en amenant à faire que chaque tâche dans la chaîne de valeur de l'entreprise devienne beaucoup plus accessible pour pouvoir intégrer de nouveaux talents de façon très rapide. Le deuxième enjeu pour nous, ça a été de maintenir en vie et motiver là aussi des équipes qui étaient souvent loin, parce qu'on a un petit groupe d'entreprises, une entreprise aussi en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. Et là, quand on ne visite pas ces équipes pendant 2 ans, on mesure combien la marque employeur et la valeur de la marque employeur et l'attachement des équipes à l'entreprise est importante. Parce que finalement, c'est eux qui ont tenu l'entreprise, c'est pas moi qui suis allé au Canada pour porter l'entreprise. Ça a été le principal enseignement, c'est de se dire que finalement, ceux qui nous ont sauvés, c'est à la fois les gens qui ont négocié pour nous et le gouvernement pour pouvoir avoir des aides qui nous ont rassurés et qui nous ont permis aussi de continuer à développer de nouvelles choses pendant la crise, et aussi, effectivement, les hommes et les femmes qui ont cru en nous et qui ont dit on va redémarrer avec vous. Justement, sur les aides, je voulais revenir. Donc, on sait, oui, l'UNIMEV et toutes les associations, fédérations sont montées au créneau pour donner de la visibilité et peut-être apporter aussi de la compréhension sur nos métiers qui manquaient cruellement quand même au niveau des autorités publiques. En fait, ils percevaient sûrement le poids économique, mais pas forcément la façon dont on fonctionnait. Et donc, il y a un côté aussi positif, finalement, c'est que vous avez pu faire passer, je pense, un certain nombre de messages. Et quels sont ceux qui sont restés, selon vous, et qui nous permettent d'espérer une meilleure compréhension aussi de notre système de fonctionnement dans l'événementiel? À savoir quand on annonce des jauges, on ne peut pas réagir. Un salon, il faut au moins 6 mois pour le monter, voire 1 an. Et on a eu des petites surprises à ce niveau-là. Mais donc, est-ce qu'il y a des messages qui sont passés et on peut espérer, vous portez plusieurs messages à l'UNIMEV comme un conseil national de l'événementiel, une prise comme le conseil national de l'industrie. Est-ce que ces messages sont passés? Est-ce que on a eu des élections présidentielles? C'est peut-être un peu tôt, mais où est-ce qu'on en est? Oui, là, on sort des élections présidentielles et puis il y a les élections législatives encore. On attendra la formation du gouvernement. Donc, les propositions que nous avons rassemblées dans notre livre blanc, elles sont poussées en avant, mais on verra celles qui seront retenues. Ce qu'on peut dire de la crise, d'abord, c'est que honnêtement, le gouvernement a fait le job. Je crois que quand on a des activités dans le monde entier, on se rend compte quand même de la différence que
qu'a produit sur, et pas que notre économie, l'économie en général, l'activité partielle, les prêts garantis par l'État, etc., le gouvernement a fait le job, sans parti pris politique aucun, mais le gouvernement a fait le job et c'était très important d'une manière générale. Pour ce qui concerne les métiers les plus impactés, il y a eu un certain nombre de mesures complémentaires qui ne nous concernaient pas que nous, le tourisme, le transport, etc. En tout cas, les métiers qui étaient touchés par les fermetures. Je dirais, moi, ce que je retiens, effectivement, c'est que, sans donner des points précis, mais globalement, on a un métier qui est un peu compliqué, qui est encore une fois pas si grand et donc grosso modo c'est un petit peu le pape combien de divisions, donc quand on arrive à Bercy c'est dire combien il y a d'emplois en jeu derrière tel et tel représentant, et nous en direct on n'est pas un tout petit métier mais on n'est pas un énorme métier par rapport à la restauration, l'hôtellerie. Oui, mais on remplit des hôtels et des restaurants. Oui, Ouais. mais ça, tout le monde ne le comprend pas du premier coup, forcément. Et effectivement, quand on dit le tourisme d'affaires, c'est la moitié du tourisme, et plus de la moitié du tourisme d'affaires, il est, généré par les manifestations, par l'événementiel, ça commence à parler. Mais c'est un long cheminement et effectivement, on a eu l'occasion d'échanger quelques anecdotes. J'ai été personnellement en contact avec des très hauts fonctionnaires en charge de choses très importantes dans cette crise et à qui on demandait que le ministre envoie une circulaire pour que les choses s'homogénéisent un petit peu entre les différentes préfectures, parce que tout le monde n'avait pas la même lecture des mesures qui étaient prises toutes les semaines. Et on nous disait, mais c'est pas grave, pour des salons qui allaient rouvrir le 1er septembre, la circulaire arrivera avant le 31 août dans les préfectures. J'ai essayé d'expliquer, mais vous savez, dans notre métier, la décision de participer ou pas à un salon, ça ne se prend pas le 31 août pour le 1er septembre. Bon. Et le monsieur était un monsieur de très haut niveau. Et donc, voilà. Là-dessus, on a progressé beaucoup. C'est que je pense que... Et ça va rester. Donc après, ce sera, on aura telle ou telle mesure de notre livre blanc qui pourra être mise en œuvre. Ce qui va rester certainement, c'est ce qui est naturel, on va dire, en Allemagne. L'Allemagne a eu depuis de très longue date une stratégie d'animation des filières économiques, d'animation des territoires au travers des MESE. En France, on n'avait pas ça et qu'aujourd'hui, certainement, on a replacé ce métier comme un élément clé d'animation économique avec un impact très fort sur les territoires, sur les filières économiques, sur l'exportation, etc. Et donc ça, je pense que la crise nous a apporté cet élément de pédagogie dans les hautes sphères de l'État, tant auprès de l'administration, des administrations, je devrais dire, que des cabinets ministériels et des ministres eux-mêmes. C'est un point positif à retenir. À tout malheur est bon. Voilà, exactement. Alors, je voudrais maintenant attaquer un autre sujet qui est la transformation digitale. Alors, c'est un vaste mot, mais pendant la pandémie, évidemment, faute de pouvoir organiser des salons ou des rencontres professionnelles en physique, on a fait beaucoup d'événements digitaux. On ne savait pas ce qu'était un webinar en mars 2020, mais maintenant on sait tous, et on n'en veut plus forcément tous beaucoup. Hein. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu des... Voilà, ça a mis des réflexes en place, en fait, quand même. Et de quelle réalité, c'est un point que vous évoquez aussi dans le livre blanc de l'UNIMEF, cette transformation digitale du secteur de l'événementiel. De quelle réalité on parle quand on parle de transformation digitale de notre secteur aujourd'hui? Et les chiffres donc, que vous publiez dans l'Observatoire économique que vous avez, donc le databook, montrent que l'événement physique quand même est encore largement plébiscité parce qu'il permet de faire un meilleur networking, mais qu'on ne peut plus faire abstraction du digital. Donc c'est une question à laquelle vous pouvez répondre, je pense. Vous êtes confrontés différemment tous les trois, mais Philippe, déjà, quel serait le bon format selon vous aujourd'hui? D'abord, je crois qu'il faut rappeler qu'il y a eu un petit moment de sidération, je dirais que je situerais un peu partout dans le monde d'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est un vrai élément de mondialisation. Premier semestre 2020, tout le monde nous voyait morts, définitivement, et remplacé par le digital.
L'attitude des exposants, visiteurs potentiels a très vite changé. Et on a vu que dans les enquêtes qui ont été menées dès le deuxième semestre 2020, un retour d'attente très fort sur la rencontre physique. Il y a un salon symbole de ce point de vue-là, c'est le CES de Las Vegas. C'est quand même la mecque des startups, de la digitalisation du monde, qui a essayé de faire un salon digital. C'était en janvier 2021. Ça a été une calamité. Et en chiffres, les chiffres sont publics, hein, donc je ne trahis aucun secret de l'un de nos collègues, éminents collègues, mais les chiffres en volume de fréquentation et techniquement ont été extrêmement déceptifs. Donc l'événementiel, on va dire traditionnel, a confirmé au travers de cette crise haut la main sa place. Maintenant, il y a un accompagnement digital, évidemment, qui a connu pour moi simplement une accélération avec la crise. D'ailleurs, les entreprises qui n'avaient pas une première base d'expérience et de compétences en interne au niveau digital n'ont pas pu faire quelque chose de très sérieux à ce moment-là. Je veux dire, ça ne s'invente pas. En plus, tout le monde en home office. Comme ça, en quelques mois, il y a des questions technologiques, il y a des questions de compétences, il y a des questions d'acculturation interne et externe. Pour moi, effectivement, le salon ne sera jamais sans son accompagnement digital désormais, à des degrés divers. Il y a l'aspect modernisation, économie, efficacité du marketing. Ça a été lancé il y a déjà au moins 10 ans. Donc, admettons qu'on a monté une marche de plus collectivement pendant cette période, mais je dirais c'est quelque chose d'assez ancien. Il y a les services nouveaux qu'on peut proposer de matchmaking, etc. Ça, oui, ça a beaucoup changé sûrement avec la crise. Et puis après, il y a les services en lieu et place et qui seraient monétisables en digital. Et là, il y aura peut-être une compétition, mais elle n'est pas tranchée aujourd'hui. Je pense que pour beaucoup, le format, et on voit, félicitations, il y a beaucoup de monde, j'ai trouvé, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, sur votre salon, et ça montre que même dans des métiers assez technologiques, il y a une vraie valeur au networking par la rencontre physique. Et Marie et Philippe, vous, dans vos clients, sur des événements, alors peut-être pas des salons professionnels, mais des événements plus professionnels, plus inter-entreprises, ou est-ce qu'il y a des comportements qui ont changé, des parts de marché qui sont... Il y a une machine qui se lance, des parts de marché qui ont disparu au bénéfice de webinars, on fait moins d'événements d'entreprise, moins de choses comme ça, ou les comportements ont changé, ou finalement à la marge? Moi je pense que, comme Philippe, qu'il y a une formidable complémentarité entre les deux médias. Finalement, c'est vrai que la semaine dernière, j'étais sur un congrès en Pologne qui regroupait les organisateurs de salons et les venues du monde entier. Et effectivement, l'enjeu, pour eux, c'est de dire comment on peut faire pour qu'un événement qui est finalement un salon, qui est ponctuel à un instant T dans l'année, comment il peut se prolonger sur 365 jours dans l'année en créant un certain nombre d'événements, soit des événements digitaux, soit des événements plus petits, plus locaux, plus régionaux, qui pourraient regrouper les exposants ou les gens de la filière, là aussi en complémentarité. Donc finalement, je le vois aujourd'hui beaucoup comme une complémentarité. On a bien vu quand on a voulu imposer des formats digitaux à des gens qui avaient envie de se rencontrer, de se connaître et qui regroupaient toute une filière, ça ne marchait pas très bien. En revanche, mélanger les deux, comme le suggère Philippe, il doit y avoir du bon à prendre des deux côtés. Ensuite, qu'est-ce que ça a changé pour nous, pour répondre plus directement à votre question? Nous, ce que l'on voit, c'est quand même des exposants qui décident de façon beaucoup plus tardive d'exposer. On ne sait pas trop si le salon va avoir lieu. Puis ensuite, quand il a lieu, on ne sait pas si ça vaut le coup d'y aller. Et finalement, on a une très forte activité. On a des décisions qui se prennent très tard. Donc là aussi, c'était notre enjeu. On l'avait anticipé un tout petit peu d'automatiser, je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est ce que l'on voit. Donc des salons, peut-être des stands
crois que comme Explosion m'a sorti des statistiques là-dessus en disant qu'en France, on a encore perdu quelques mètres carrés moyens par exposant. J'ai plus en tête, je crois que c'est 21 et quelque chose aujourd'hui. Ça ne cesse de diminuer au fil des années, donc peut-être un petit peu moins de stands prestige, un petit peu plus de salons où les PME ou les entreprises vont certainement exposer plus souvent sur un peu plus de salons nationaux, internationaux et de plus en plus aussi régionaux, de plus petits événements, plus petits stands, mais plus souvent peut-être aussi. C'est ce que nous on voit apparaître dans notre filière. Et la deuxième tendance, c'est puisqu'on expose plus souvent, la tendance effectivement à aller vers de la location, de l'usage plutôt que de la propriété ownership se développe de plus en plus. Donc la tendance effectivement locative s'amplifie. Marie, tu voulais... Oui, alors je suis d'accord que cette complémentarité, elle joue beaucoup. Les salons physiques, je pense qu'on ne peut pas s'en passer. On le voit, même moi dans mon activité, si je reporte sur ce qu'on fait chez Ultima, les fournisseurs, ça fait 2 ans que je ne suis pas allée les voir. On a besoin de ce lien, tout ne peut pas se faire en ligne, ça c'est une certitude, notamment quand on vend des produits, il faut les toucher, il faut ressentir, on a besoin de se voir, donc on n'a pas ressenti nous de baisse d'activité sur vraiment la partie stand. Je pense qu'effectivement le format hybride peut se prêter tout au long de l'année, comme disait Philippe. Maintenant, je pense que quand on parle de l'événementiel, il n'y a pas que le stand non plus. Il y a tout ce qui se passe au sein des entreprises, le team building, les rencontres. Et là, je pense par contre qu'effectivement, il va falloir un petit peu s'adapter pour nos clients qui organisent ce genre d'événements. Puisque là, je pense qu'on l'a tous vu, les rendez-vous chez les clients déjà, ou les rendez-vous en interne, les réunions commerciales, etc., se fait maintenant sur un format vraiment hybride. C'est-à-dire que quand on faisait peut-être 6 réunions dans l'année, en physique, aujourd'hui, c'est divisé par 2, j'en suis convaincue. Non plus les grands messes internationales. Voilà, et derrière ça, il y a beaucoup aussi pour nos clients, ça représente un gros marché, les organisations d'événements d'entreprises. Et je pense qu'effectivement, il va falloir se réinventer sur ça. Alors, je vois l'heure qui avance, donc je vais continuer à dérouler une autre transformation en fait du secteur que vous connaissez bien. On l'a évoqué, on va l'évoquer dans toutes les conférences, je crois, du salon, qui est la transformation environnementale, puisque c'est devenu quasiment un prérequis dans notre secteur. Alors, je vais faire un parallèle avec l'événementiel dans le secteur culturel. Aujourd'hui, tous les grands rassemblements musicaux communiquent sur leur bilan carbone, tous. Et pour accélérer cette transition écologique, les pouvoirs publics envisagent d'ailleurs maintenant de conditionner les subventions sur la réinvention des usages. Ça arrive quand dans les salons, ça, ce passage au vert obligatoire? Est-ce qu'on a une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête, même si des opérations sont menées dans plein de salons, mais est-ce qu'on a cette épée de Damoclès, on va dire législative, ou où est-ce qu'on en est? Moi, je ne le vois pas du tout comme une épée de Damoclès. Je pense que là aussi, la crise est certainement un accélérateur, encore que ce n'est pas si évident pour ce qui concerne le verdissement, si on peut le dire comme ça. Ce que je pense, c'est que, d'abord, je me place du point de vue de l'organisateur, notre rôle, notre devoir, je dirais, est essentiel par rapport aux filières qu'on représente. Notre métier, de plus en plus dans le contenu, doit être de plus en plus juste du point de vue des positionnements, des concepts marketing, de la façon d'accompagner les filières que nous représentons. Ces filières sont concernées, sont confrontées à des problèmes d'éco-responsabilité de plus en plus. Nous devons, par la façon dont nous faisons nos opérations, accompagner ces mouvements métier par métier. Donc ça, je dirais, c'est une première chose. Pour ce qui est du métier de l'événementiel lui-même, les choses avancent. Unimev a signé avec 3 ministres, il y a quelques mois à peine, un ECV, Engagement Croissance Verte, qui sont comme un fil rouge que l'on met devant nous, une sorte de business plan vers plus d'éco-responsabilité. Unimev également a mis en place, et c'est aujourd'hui très régulièrement utilisé par de nombreux salons, un calculateur de performance RSE qui s'appelle Cléo. Nous sommes en train de travailler sur une V2
de ce calculateur. Et puis, on va certainement descendre dans plus de détails. Alors, notamment, je sais que chez les standistes, il y a de plus en plus de demandes qui apparaissent de la part des clients en disant dites-nous quel est l'impact carbone de notre participation à nous, pas du salon en général, mais à nous. Donc, effectivement, on doit continuer d'avancer là-dessus. Là aussi, comme pour le digital, on n'a pas attendu la crise pour démarrer. Donc, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont faites. Il y a d'autres choses sur le tri des déchets, sur des éléments de ce type-là, sur la réemployabilité d'un certain nombre de matériels. Voilà, donc il y a beaucoup de sujets qui sont sur la table, mais je ne le vois pas comme un métier qui n'aurait rien fait et qui attendrait dans la panique ou essaierait de se faire oublier par rapport à la législation qui pourrait être produite dans les mois ou les années qui viennent. En tout cas, juste pour conclure, pour ce qui concerne le groupe dans lequel je travaille, on est un grand fournisseur des Jeux Olympiques, des COP, etc. Je vous rassure, dans tous les cahiers des charges aujourd'hui, il y a une dimension d'éco-responsabilité. Donc nous sommes d'ores et déjà, je dirais, habitués à répondre à cette dimension-là dans des opérations majeures que nous avons à côté des salons. Oui, quand je parlais d'épée de Damoclès, c'est juste, en fait, quand on voit le millefeuille législatif dans nos métiers de l'impression, les imprimeurs, et qu'on calcule depuis le Grenelle de l'environnement, ça s'est accéléré énormément, même en matière de recyclage, de REP et tout ça. Et donc, c'est un rythme tellement rapide que pour s'adapter, ça peut être très compliqué pour des petites structures. C'est pour ça que je parlais d'une épée de Damoclès, mais c'est vrai que normalement, tout le monde doit déjà l'avoir intégré. On l'a tous plus ou moins intégré à des niveaux divers. Mais justement, dans le rapport entre organisateurs et standistes, on voit que les organisateurs de salons développent des outils. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que je sais que vous avez une stratégie au sein de Display très forte et depuis longtemps en termes de transformation environnementale. Mais est-ce que vous discutez souvent avec des organisateurs de salons pour savoir comment travailler ensemble? Parce que ça aussi, c'est un enjeu, je trouve, la discussion entre les exposants et l'organisateur pour mettre en place, parce que tout le monde n'est pas toujours d'accord sur comment enlever des moquettes, comme des choses comme ça. C'est des sujets assez épineux. Alors, la moquette, c'est le sujet qui revient dans toujours, tous les congrès, dans tous les séminaires, toutes les discussions. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que la France, comme le disait Philippe, est plutôt avant-gardiste sur cette transition écologique dans la filière. On est nous-mêmes fédérés par l'UNIMEV, que ce soit prestataire, organisateur ou venu. Donc ça nous permet de travailler ensemble. Quand je dis avant-gardiste, c'est qu'aujourd'hui, le calculateur de l'UNIMEV a été quand même choisi par l'UFI, qui représente là, au niveau mondial les organisateurs d'événements et les venues, en leur demandant est-ce qu'on peut l'utiliser, est-ce qu'on peut l'adapter à un niveau plus large. Donc ça montre bien effectivement le côté à la demande des Allemands et des Italiens d'ailleurs. Oui, voilà. Donc c'est ce qui est assez amusant de ce point de vue-là. La deuxième chose, c'est que nous avons signé une pledge qui s'appelle Net Zero Event, qui est portée par l'UFI. Et l'UFI, effectivement, a une feuille de route jusqu'à 2040, je crois, pour arriver au Net Zero Event avec tous les 5 ans des jalons, effectivement, auxquels il faut accéder. Là aussi, dans la RSE au sens le plus large, à la fois social, environnemental et économique. Donc, je dirais, on a déjà fait beaucoup de travail au niveau européen en tout cas, et l'UFI est très bien représenté auprès de la Commission européenne pour là aussi faire en sorte que le tourisme d'affaires soit compris et intégré dans toutes les stratégies au niveau politique européen. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, plus petites sociétés de prestataires de services et fabricants de stands? Je pense que de façon générale, la crise... L'exposant étant beaucoup plus en demande d'usage plutôt que de propriété, de réutilisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus d'exposants qui se tournent vers des solutions modulaires, qui peuvent réadapter, réutiliser. C'est vrai que de notre point de vue, que ce soit Ultima Audio, je pense qu'on a plutôt le vent en poupe. Ensuite, oui, effectivement, on achète une structure et on la personnalise avec de l'impression textile, etc. Et on a la même structure pendant des années parce qu'elle est solide et réparable.
par exemple. Voilà. Alors après, l'éco-conception, ça ne s'invente pas, on ne devient pas vert du jour au lendemain, comme vous disiez. Nous, ça fait 20 ans qu'on a entrepris cette démarche. Il n'y a pas d'assemblage définitif sur nos structures, tout est réparable. On a entrepris une large démarche de calculateur, là aussi, analyse de cycle de vie, que tous les éléments qui composent nos structures, y compris les tissus, sont aujourd'hui recyclés. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on a déjà plutôt à l'avance, pour les fabricants de stands modulaires en particulier, pour faire face effectivement aux obligations qui pourraient venir d'un point de vue administratif et politique. Et justement, pour accompagner cette politique, vous recrutez des profils différents. Il a fallu recruter des experts, ou alors ça s'est fait justement petit à petit, vous avez intégré, mais là, parce que ça devient de plus en plus... Alors, au départ, on a fait de la prose sans le savoir. On trouvait Oui. que c'était du bon sens de mettre des panneaux photovoltaïques, de l'éco-conception, de faire en sorte que les produits soient réparables, etc. On le faisait avec beaucoup de bon sens. Aujourd'hui, on essaie de le structurer un tout petit peu différemment, puisque là encore, ceux qui donnent la démarche, ce n'est pas le chef d'entreprise qui va dire « je veux ça », c'est finalement convaincre chaque opérateur dans l'entreprise qu'il a sa pierre à apporter à l'édifice et que c'est chaque opérateur qui a les solutions pour demain rendre les produits un petit peu plus environnementaux. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on a recruté un profil qui est dédié à la RSE dans l'entreprise, parce qu'il faut porter cette politique environnementale aussi auprès de chacun, pour que chacun se sente concerné. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas que le bureau d'études qui va inventer les produits de demain, c'est chacun qui va s'inscrire dans cette logique-là. Voilà. Ensuite, effectivement, pour nous, on achetait très peu à l'extérieur de l'Europe. Aujourd'hui, on a quasiment tout rapatrié pour tout ce qui restait. Donc, on a une production locale, que ce soit en France, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. Marie, au niveau du groupe Ultima Display, il y a cette réflexion aussi. Vous avez une équipe dédiée. Comment est-ce que c'est? Parce que vous rayonnez aussi sur plusieurs pays. Oui, effectivement. Donc nous, on est au niveau groupe, on a plusieurs entités en Europe et on a une société sœur aux États-Unis. Donc on a effectivement une équipe qui est dédiée à toute cette démarche RSE avec en interne des certifications, avec un outil de mesure par département au niveau de la finition, l'impression, du tri des déchets, le moins de gâches possible. Tout. Vos clients sont en demande? Comment? Vos clients sont en demande ou vous Alors, anticipez? les clients sont en demande de prix ou de RSE? En fait, ce qui les intéresse tout de suite, c'est leurs besoins, c'est leurs produits. Et c'est vrai que je voulais intervenir là-dessus parce qu'au niveau et interpeller les utilisateurs, parce que il existe aujourd'hui des solutions, même si elles ne sont pas nombreuses, mais il existe aujourd'hui des solutions, notamment sur tout ce qui est tissu imprimé, justement recyclé. Mais forcément, ça a un coût. Et beaucoup le réclament, mais peu sont prêts à payer. Nous, on travaille aussi, comme je vous le disais, avec le retail, et là, les enjeux sont encore différents, puisque là, on parle d'aménagement de centaines de points de vente pour une seule marque. Et la gestion après des visuels, il n'y a pas de filière vraiment à proprement parler aujourd'hui pour ce textile-là. Et ça, c'est vraiment un problème. On peut faire de l'upcycling, des sacs. On travaille, nous, pas mal avec des écoles de design, etc. On leur fournit la matière et eux s'exercent et créent, etc. Mais là, on est plutôt sur de l'upcycling. Mais après, vraiment, en tant que filière, à proprement parler en France... Alors, on l'a créé, chers confrères, pardon. Donc, Chers on pourra la confrères. mettre à votre disposition, puisqu'effectivement, on a investi près d'1 million d'euros effectivement, à développer les solutions pour pouvoir broyer les textiles, en refaire des pièces plastiques et pour leur donner effectivement une deuxième vie et de façon pérenne. Voilà, donc on a déjà travaillé sur ce sujet-là. On a profité de cette crise. Qui s'est découvert là. Mais moi, je suis preneuse, bien évidemment. C'est la réussite des promotion, conférences. ça fait toujours c'est la ce canapé, meilleure comme on réussite dit. des conférences. Ça. Il y a toujours ce problème en fait de collecte sinon après. Mais le textile, on peut l'envoyer par la poste si on a des petits... Oui, mais comme, que ce soit pour Ultima ou pour nous, nous avons des distributeurs finalement partout en France ou en Europe. Et donc effectivement, ces distributeurs sont autant de points de collecte. D'accord. Donc on a quand même une chance dans notre filière, c'est de pouvoir collecter de façon très simple sans faire appel à des spécialistes. Des spécialistes. Donc créez votre propre filière. En fait. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, une petite question, on parle de transformation environnementale, tout le monde est très heureux de se retrouver, mais on veut quand même qu'on pense... Enfin, voilà. Et les événements internationaux dans cette équation, est-ce qu'ils ont toujours bonne presse? Est-ce qu'on prend des avions? Est-ce qu'on parlait de régionalisation? On parle de plusieurs événements. Est-ce que les événements internationaux vont revenir de manière aussi forte? Là, ça reprend doucement. Mais à la faveur de la transformation environnementale, est-ce qu'on compense avec le digital une partie et on reste en national?
Comment est-ce que ça va évoluer? Moi, je ne crois pas. Alors, pour le moment, on peut rien dire parce que les frontières ne sont pas complètement ouvertes encore sur une bonne partie du monde et une partie dynamique de l'économie du monde, on va dire. Donc, c'est difficile de tirer des enseignements à date sur cette situation. Moi, ce que je pense, c'est que le déterminant clé, c'est le niveau critique de chaque marché. Si le marché est mondialisé, nous continuerons d'avoir des salons mondiaux. Si les marchés sont régionalisés, nous aurons des salons régionaux ou des salons nationaux, voire des salons locaux. Je dirais, pour ce qui me concerne, je gère tous les types de salons, du très local au très mondial. Je pense que c'est vraiment selon la façon dont l'économie de chaque métier, de chaque filière, de chaque verticale industrielle va se constituer que les choses se passeront. Pour le reste, effectivement, est-ce que ça a un impact carbone? Oui, ça a un impact carbone pour l'essentiel par le transport. Le transport travaille à la diminution de son impact carbone. On parle d'avions à hydrogène. Nous organisons un excellent salon sur l'hydrogène qui ouvre ses portes demain à Paris, qui est leader européen d'ailleurs, qui est à 80% de croissance par an depuis quelques années malgré la crise, donc les solutions, et qui traite notamment du transport. Donc moi je pense que la filière événementielle ne va pas pouvoir traiter tous les problèmes toute seule. Je crois que le digital, depuis quelques temps, on dit aussi produit du CO2. Autant que l'aviation. Donc c'est pas blanc et noir de ce point de vue-là. Je pense que c'est mon estimation personnelle. Je pense que ce qui structure les événements, les grands salons, c'est la pertinence économique. Je suis le président depuis longtemps du salon Première Vision, qui est leader mondial dans le secteur du textile et de la mode. Je vois pas, ça fait des années qu'on parle de relocalisation des productions et l'Asie représente toujours 70%, année après année, à 1,5% près, de la consommation européenne d'habillement. Tant qu'il en sera ainsi, je pense que Première Vision restera un salon mondial. J'avais une petite dernière question. C'était concernant la façon de consommer le média salon. Est-ce que, selon vous, les visiteurs ont changé? Est-ce qu'ils attendent autre chose des salons que ce qu'on a pu proposer aujourd'hui? Et quels seraient ces changements? Ou quels sont ces changements que vous avez déjà pu percevoir? Alors, ce que je voulais rajouter à ce que Philippe disait tout à l'heure, c'était effectivement que c'est vrai qu'au niveau de l'organisation et de la taille des marchés, nous, prestataires, on ne peut pas répondre. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est nous rapprocher des principaux lieux de part des salons pour éviter les transports. Parce qu'autant on ne peut pas empêcher un visiteur de voyager, autant les stands, on peut les empêcher de voyager en fabriquant localement. Ça fait partie effectivement de notre stratégie. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est vrai que ce qu'attendent les visiteurs et les exposants du reste, et ça c'est une demande effectivement qu'on doit formuler aux organisateurs de salons, et c'est, je pense, un de leurs enjeux. Ils doivent attirer de plus en plus de monde sur leur salon. Donc là, effectivement, on parle de faire des salons, des événements. Vous le faites là, avec des conférences au milieu des salons, même si peut-être ça peut gêner certains exposants autour. Il y a des spectacles, des événementiels. Voilà, ils ont choisi leur place et ils l'approuvent. Donc ça, c'est effectivement une façon d'attirer les gens, d'avoir des événements 365 aussi. Mais ce qu'il nous faudrait aujourd'hui rajouter à cette événementisation, c'est de pouvoir mesurer. Aujourd'hui, les questions que posent les exposants, c'est de savoir s'ils ont intérêt à venir investir sur le média salon ou est-ce qu'ils peuvent, comme pendant la crise, investir sur des médias digitaux, Internet et autres. Donc effectivement, ce qu'il nous faut, c'est être certainement plus pointu dans la capacité à pouvoir dire, comme l'Unimeb l'a fait il y a quelques années en disant 1 euro investi sur le média salon génère 8 euros de chiffre d'affaires à 6 mois. Ça, ce sont des mesures qui sont fondamentales pour pouvoir, à la fois pour les organisateurs, dire venez exposer chez moi parce que vous allez faire du business et que 1 euro investi chez nous, ça vaut 2 euros dans le digital. C'est vraiment pour moi une des questions centrales, c'est de pouvoir mesurer et se comparer à d'autres médias et à d'autres solutions et d'autres investissements marketing. On en parlait, c'est ça.
Et ça, c'est toujours une question clé pour et exposants. Mais côté visiteur, du coup, il y a des façons de le consommer. C'est au niveau plus de contenu, moins de stands classiques. Enfin là, on en voit, on a énormément d'espace d'inspiration sur tous les stands, en fait. Moi, je pense que l'intégration du digital, alors sous Oui, l'autre forme du digital, oui. je pense que c'est important de l'intégrer. Alors c'est pas toujours évident parce que la gestion du contenu est autre, et c'est vrai que pour nos clients, ils n'ont pas forcément l'habitude de gérer ça. Donc il y a un accompagnement derrière en tant que sur la facilité d'utilisation du produit et la facilité de gestion du contenu. Mais plus on va apporter de nouvelles technologies et de dynamisme au stand, plus on sera attractif. Hein. C'est ce qui fait, je pense que c'est la première chose qui fait qu'un visiteur va s'arrêter sur votre stand, c'est l'attractivité de votre stand, l'esthétique, l'effet waouh. Donc plus on y intègre du dynamique, mieux c'est. C'est vrai que, pardon, je te coupe un peu, mais c'est vrai que tu as raison. Mais d'un autre côté, effectivement, pendant très longtemps, les standistes, de façon générale, avaient pour objectif de créer seulement cet effet waouh et de dire, voilà, j'ai fait une construction architecturale qui est absolument incroyable, impossible à faire, je suis le seul à l'avoir fait. Donc c'est comment on le fait plutôt que pourquoi on le fait. Et aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il y a une inversion à donner, effectivement. Il faut éduquer, former les exposants à dire mais pourquoi vous faites un salon, quel message vous voulez faire passer. Le support, finalement, oui, il faudra toujours créer un effet waouh, mais peut-être un peu moins dans la prouesse architecturale que peu de personnes sont capables d'apprécier. Parce que moi, quand je vois la signalétique qui est au-dessus de nous, on se dit mais comment ça a été fait? Elle a peut-être coûté très cher, mais finalement, est-ce qu'elle est beaucoup plus efficace que celle qui est à côté? Moi, je ne suis pas capable d'en juger, c'est le visiteur qui en jugera. En revanche, apprendre à quelqu'un, on sait que le temps moyen de parcours d'un œil sur un stand, quand on visite un salon, je crois que c'est de 2 secondes. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire 50 lignes de texte. Il faut mettre 3 messages qui impactent pour attirer là aussi le visiteur et l'amener à s'arrêter sur un stand. Après, à chacun, là aussi, sur un salon, d'animer son stand et de faire en sorte d'engager la conversation et de donner un avenir. Si je peux rajouter juste un mot, c'est que effectivement, ce que la crise a peut-être changé, c'est que pendant longtemps, il y avait une espèce d'évidence vis-à-vis des salons dans un métier, d'ailleurs pour les fédérations professionnelles également. On était dans un métier, donc on était forcément dans son syndicat, puis on participait forcément, soit comme exposant, soit visiteur d'un salon. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus d'évidence et la crise a montré qu'il y avait d'autres outils. Pas aussi performants, en tout cas on le revendique, et puis grosso modo... La démonstration est faite depuis qu'on est autorisé de nouveau à ouvrir nos événements. Mais il n'y a plus cette évidence. Cette évidence est partie. Et donc je pense que, de ce point de vue-là, je trouve que c'est un coup de pied au derrière assez salutaire pour la filière. C'est-à-dire, donnez-nous des raisons de prendre du temps à se déplacer, d'avoir la complexité de prendre un RER à Paris qui marche une fois sur 2, de prendre un avion, le coût, le temps, éventuellement certains désagréments, etc. Je vais le faire, mais il me faut une très bonne raison. Et donc, la filière, le métier va devoir trouver toutes les bonnes raisons qui font que un événement comme ça, c'est irremplaçable, ça apporte quelque chose de plus. Et donc la pertinence marketing, la qualité du réceptif, qui n'est pas forcément effectivement des visuels, d'une surenchère de visuels. Je ne parle pas du visuel tel que vous le faites ici, pas de setup global sur le salon, mais en tout cas quelque chose de travaillé qui fait que oui, l'expérience du salon était bien pour moi. Oui, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas pu faire si j'étais resté derrière mon écran à faire un Zoom ou un Teams. Voilà. Et ça challenge notre métier de façon très forte parce qu'il n'y aura plus cette évidence. Je crois que cette période est finie. Elle a duré 20 ou 30 ans. C'était sympa, mais c'est du passé. C'est un beau défi à relever, en fait, pour tous nos beau défi à relever. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos 3 invités? Vous pourrez les re-regarder si vous voulez en replay. Tout a été filmé. À suivre, un sujet qui va vous intéresser. On parlait de 70% de l'impression textile, enfin pas de l'impression, de la production textile qui est arrivée d'Asie. La prochaine conférence,
on va interviewer la marque Petit Bateau et des experts justement pour montrer comment l'impression numérique... Très belle usine à Troyes. Oui, très belle usine, 600 CDI qui tournent quand même sur l'impression textile et qui est une clé de voûte pour le sourcing puisque tout le monde investit, enfin beaucoup de marques investissent en impression numérique pour relocaliser une partie de leur production et produire à la demande, ce qui permet aussi de produire les justes quantités et de moins polluer. Voilà. Je vous retrouve ici dans 3 minutes, enfin on va dire 5 pour la prochaine conférence. Merci beaucoup, merci à vous trois. Merci beaucoup.